Comme vous le savez, au cours des derniers jours, on a beaucoup parlé de demandes électriques additionnelles et on a beaucoup de travail à faire. Je pense que M. Donsky a parlé de 1000 mégawatts par année d'énergie renouvelable pendant un 20, 25 ans, 30 ans. Donc, il faut déjà mettre la table à comment on s'organise pour y arriver. Évidemment, l'éolien a sa part, comme les autres énergies renouvelables. Donc, et juste une petite mention, c'est qu'au cours surtout dans ma présentation, je vais présenter des chiffres, mais souvent les chiffres, c'est pour l'énergie renouvelable et on est dans un atelier éolien. Donc, il faut distinguer ça tout au long de la présentation. Donc, aujourd'hui, d'abord, je voulais mentionner notre commanditaire de l'atelier. Alors, cet atelier est présenté par EDF Renouvelable, une maudite belle compagnie. Alors, mon nom est Alex Couture, je travaille pour EDF Renouvelable depuis plus de 14 ans et ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Merci d'être là à la 3e journée. Habituellement, la soirée d'avant, la dernière journée, c'est toujours un petit peu plus arrosé. Merci d'être là. Donc, on a un super panel pour parler de notre sujet aujourd'hui. Je vais présenter le panel. De la façon que ça va fonctionner, je présente le panel. Par la suite, je vais faire une présentation et je vais inviter un autre présentateur à conclure. Et j'aimerais vous demander de réserver vos questions. On va avoir des échanges et il y aura une période de questions après les échanges entre les membres du panel. Donc, sans plus tarder, allons-y avec notre panel, nos panélistes. Donc, je vais commencer par présenter la première personne, Mme Isabelle Fontaine. Donc, Isabelle a pour mission d'accroître la visibilité et l'influence de l'entreprise sur ses marchés prioritaires et d'assurer des communications efficaces pour les projets et les opérations. Ainsi, les relations avec les gouvernements, les médias, les communautés et l'ensemble des parties prenantes externes se trouvent sous le leadership de son équipe. Stratège réputée et consultante pendant 13 ans, elle a permis à des entreprises d'envergure nationale et internationale d'influencer durablement les politiques publiques québécoises et canadiennes et de propulser leurs projets auprès des décideurs publics, des acteurs politiques, des influenceurs pour en permettre la réalisation. Donc, merci Isabelle d'être avec nous. Évidemment, Isabelle est de chez Boralex. Donc, bravo Isabelle. Et adepte de karaoké. Fait que vous excuserez ma voix, j'ai pas été raisonnable comme Matthew Johnson. C'était l'anniversaire de Camille, j'ai trop chanté. Donc, comme vous voyez, le panel, ça promet. Donc, notre deuxième personnalité vedette, M. Luc Leblanc de Inergex, je vais déjà le dire. Donc, Luc Leblanc occupe le poste de directeur communauté, relations publiques, communication et environnement chez Inergex, Énergie renouvelable, depuis 2019. Auparavant, il a occupé la même fonction chez Quartier Énergie éolienne de 2007 à 2019. Il possède une grande expertise dans le développement des projets éoliens au niveau des relations avec le milieu, et ce, tant au niveau des enjeux du développement de projets que ceux de l'opération, de l'environnement et de l'exploitation. Très impliqué dans sa communauté, il siège au conseil d'administration depuis plus de 2005. Merci beaucoup, Luc, d'être là avec nous. Alors aussi, on a un autre personnage, M. Stephen Cookson de RES Canada, donc quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Donc, l'expérience, parlant d'expérience, Stephen travaille dans le domaine des énergies renouvelables depuis plus de 15 ans. Initialement axé sur le développement des projets, il a dirigé le développement de plusieurs projets plusieurs projets éoliens et de transmission à grande échelle à travers le Canada, y compris le projet de 150 MW de Massif du Sud au Québec. Désormais dédié à l'origination et au financement des projets, Stephen se concentre sur les marchés émergents des contrats d'achat d'électricité commerciaux et industriels en Alberta et dirige les efforts de commercialisation de l'énergie pour RES Canada, ou RES Canada. Donc, merci beaucoup, Stéphane.
Une autre personne importante pour l'industrie, quelqu'un qui sait faire des mathématiques avec des lectures de vent et autres, donc c'est M. Philippe Brodeur, donc de chez DNV. Donc, ingénieur principal ayant plus de 14 ans d'expérience, M. Brodeur est le directeur de l'équipe ingénieur indépendant technologie de l'éolienne Amérique du Nord chez DNV, offrant une opinion indépendante sur la technologie éolienne pour le financement de parcs éoliens. M. Brodeur a été impliqué directement dans l'évaluation de technologies éoliennes de tous les manufacturiers principaux en Amérique du Nord et entretient une relation de collaboration étroite avec eux. Merci beaucoup d'être avec nous, Philippe. Donc, essayons d'enlever cette diapositive le plus rapidement possible. Donc, comment atteindre le plein potentiel éolien au Québec? C'est un peu l'objectif. Il y aura 2 volets. Le volet préservation des contrats, continuation des contrats existants de 4000 MW. Je pense qu'avec toutes les annonces qui ont été faites dans les derniers jours, tout ce qu'on a vu au cours des 2 dernières années, je ne pense pas que c'est réaliste de dire le 4000 MW, lorsque les contrats seront échus, et ils vont disparaître, ces projets-là. Je ne pense pas. Je pense qu'on est plus en mode addition, et beaucoup d'addition qu'un autre mode. Donc, on va parler de ça. Comment optimiser déjà le premier 4000 MW qui est déployé sur les sites. Et le deuxième volet sera comment répondre à toutes les demandes additionnelles. Comment l'industrie s'organise pour être capable de rencontrer toutes les possibilités pour faire, pour notre client principal Hydro-Québec ou autres clients industriels. Donc, on a beaucoup de travail. Puis comment on s'organise comme industrie, surtout avec les délais de projet et tout ce qui est demandé dans les appels d'offres. Et voilà. Sans plus tarder, je vais passer à ma prochaine diapositive. Tu as le même âge que le ministre, hein? Hein? Le ministre hier disait diapositive, ça trahit son âge. Aucun commentaire. Ah, c'est vrai, à 7 ans. Je me suis formaté ça dans mon cerveau ce matin, de ne pas redire à 7 ans. Je te connais, Isabelle. On a beaucoup parlé de prévisibilité, volume, récurrence. Le PVR, donc j'utilise ça aujourd'hui, ce matin, PVR. L'industrie a besoin de ça. On a besoin de cela parce qu'il faut, quand on nous demande de répondre à des appels d'offres, je vous rappelle, on est dans un atelier éolien. Quand on nous demande de répondre à des appels d'offres, ça comprend attirer des turbiniers, attirer des investisseurs, puis souvent aussi du développement manufacturier, garder notre capacité manufacturière en place lorsque possible. Donc, ça nécessite la prévisibilité des volumes et la récurrence. On le répète, ça, il faut que ça rentre bien comme il faut dans le cerveau de tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant aujourd'hui dans l'éolien sur l'assiette, là, aujourd'hui? On a eu, il y a actuellement un appel d'offres en cours qui va se terminer en juillet pour 300 MW d'éolien, dédiés éoliens, et il y a 480 MW de projets d'énergie renouvelable, toutes technologies confondues. Donc, pour des mises en service décembre 2026. Ça, c'est la première portion de l'assiette. La deuxième assiette, Hydro-Québec en a surpris plusieurs en nous proposant, les promoteurs privés, dans son plan stratégique, de développer conjointement avec Hydro-Québec des projets pour 3000 MW d'éolien dans une configuration de recette qui reste à définir. Je ne suis pas convaincu encore de sur quelle forme ça va prendre tout ça, mais c'est déjà énoncé dans le plan stratégique. Également, ce qui a été annoncé récemment, c'est un 1000 MW d'énergie, un appel d'offres de 1000 MW d'énergie éolienne, un appel d'offres standard, dont les mises en service, on parle de 400 MW en 2027, 300 MW en 2028 et 300 MW en 2029. C'est déjà très, très apprécié, c'est beaucoup. Et également, cela s'ajoute un 1300 MW d'énergie renouvelable, toute technologie confondue, à mettre en service, je pense, au plus tard 2027, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait déjà ça. Et, comment je pourrais dire ça? Et tout ce qu'on a discuté au cours des derniers jours, l'hydrogène. M. Dunsky est venu nous dire que si on veut respecter le plan de décarbonation de l'économie québécoise, il va falloir être
très agressif au niveau d'ajouter de la production d'énergie renouvelable. Et donc, comment on s'organise dans le futur? Prochaine diapositive. Carte de la ressource. Donc, on est dans un atelier éolien, je rappelle. Donc, ici, vous avez la ressource éolienne. Donc, c'est une carte de vent. À mes débuts, il y a plus de 20 ans, à peu près, bon, peut-être pas 20 ans, mais tout le monde se prépare, dans ces colloques-là, tout le monde avait une petite carte. Je regarde Guy, là, il se rappelle de ça, où que tout le monde avait son petit carré, puis on va faire la petite carte de vent, et on va faire notre projet dans ce coin-là. Puis maintenant, voici une carte qui a été développée il y a un certain temps. Ça, c'est la vitesse à hauteur de 100 mètres. Et vous voyez qu'il y a quand même un très bon gisement. Sur un vaste territoire. Évidemment, ça prend des lignes pour acheminer cette énergie-là vers les consommateurs, mais il y a quand même beaucoup de potentiel. Également, j'attire votre attention, c'est pas pour rien aussi que le créneau éolien avait été établi Gaspésie, les îles et Merci-de-Matane. On voit clairement que, juste sur la carte, aussitôt que c'est vert, pâle, jaune, rouge, c'est là que les meilleurs gisements sont. Donc, vous voyez que Gaspésie et Merci-de-Matane, c'était un endroit de choix pour développer la filière. À cela, il faut ajouter... Alors, voici maintenant, quand on regarde un peu le potentiel, on a mis sur la carte les projets déjà octroyés en opération. Donc, on a pour près de 4000 mégawatts. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une bonne distribution de projets et c'est principalement lié au fait que lors des appels d'offres, il fallait respecter des délais d'intégration à des coûts raisonnables et les gens se sont distribués un peu partout. Et également, le premier appel d'offres, il y avait un appel d'offres dédié sur des projets dans une région précise. Donc, tout ça a fait cette distribution-là et vous voyez qu'il y a encore de la place. Vous voyez les points. En termes de potentiel, le potentiel est là. C'est comment l'optimiser et l'exploiter. C'est ce qu'on va parler dans les prochaines minutes. Tout le monde est dans une période, là, au niveau de l'accroissement de la demande électrique, tout le monde est dans une période de transition. Il y a la transition énergétique, puis il y a la transition de notre mindset. Je pense que M. Johnson en a parlé un peu. Donc, vous avez vu, chez Hydro-Québec aussi, ça chemine pour essayer de mieux comprendre les besoins, leur plan d'approvisionnement 2020-2029. Il y a plusieurs chiffres au cours des années qui ont changé. 2019, on parlait de 12,5 TWh pour l'énergie additionnelle. 2020, le chiffre a remonté. 2021, on est rendu à 20. Le plan stratégique d'Hydro-Québec de mars cette année nous annonçait un besoin pour 2050 pour transformer, faire la transition énergétique de 100 TWh d'électricité supplémentaire. Donc, il y a beaucoup de travail et ça, c'est un peu aussi pour vous illustrer. On est en période de transition, on s'adapte, l'industrie aussi a fait, OK, comment qu'on va faire pour y arriver? Puis, tant du côté de notre client Hydro-Québec que de notre côté, on a aussi, en termes de producteurs, on doit s'adapter, comment qu'on va y arriver. Dans la feuille de route, depuis 3 ans, on le dit à peu près, si on veut respecter le plan de match du gouvernement du Québec en termes de réduction des gaz à effet de serre, de la transition énergétique, on avait estimé à 35,5 TWh d'électricité renouvelable nécessaire. La portion hydrogène, évidemment, cette diapositive-là a été faite avant hier. Donc, ici, dans la portion hydrogène vert, on avait des projets d'exportation pour l'hydrogène. Donc, ça, évidemment, ce chiffre-là, mais on voit ici qu'on a vraiment des gros chiffres, 45-50 TWh pour 2030. Disons que c'est plus autour de 40 suivant le retrait de la politique de l'hydrogène tel que présenté par M. Julien hier. Maintenant, au niveau de... Puis, on a fait un exercice, là, puis c'est pas parfait. On s'adapte aussi. Donc, ici, on présente un peu les bâtonnets pâles, le bâtonnet dans le couple année, le bâton de gauche, le pâle, c'est ce qu'on avait dans le plan de match, la feuille de route de l'ACPER. Donc, on maintient le 4000 MW actuel, puis on ajoute 11 TWh d'éolien
et ça nous donnait par année dans notre feuille de route, dans le bâtonnet pâle à gauche, à chaque année, la capacité cumulative additionnelle qu'il fallait développer là, pour l'éolien. Et on voit ici, on a mis en vert pâle, vert foncé, à droite, dans le couple, les appels d'offres dédiés. Tu sais, on sait que ça, c'est pour de l'éolien. Je vous rappelle, on est dans un atelier éolien. Donc c'est ça. Fait qu'on voit qu'il y a une petite différence dans ce qu'on sait qui pourrait être de l'éolien par rapport à la feuille de route. En excluant l'hydrogène, on est à un différentiel. Okay? Et lorsqu'on mélange, on prend certaines hypothèses de l'appel d'offres de 480 MW, on prend une hypothèse qu'il pourrait y avoir un 300 MW éolien là-dedans. On prend des hypothèses dans le 1300 MW, une hypothèse de 800 MW d'éolien, et on prend une hypothèse aussi qu'il y aurait le portefeuille de projets éoliens de HQ, de 3000 MW annoncés en portefeuille, en collaboration avec Hydro-Québec. Là, on voit qu'il y a eu, ça ajoute beaucoup disons qu'on on est capable d'aller chercher la portion qu'on pensait dans le scénario de la feuille de route du maintien du 4000 plus 11 TWh d'éolien. Donc, c'est très technique, ces chiffres-là. J'ai hésité à vous présenter ces slides-là parce qu'il faut bien connaître la feuille de route, puis il faut connaître la feuille de route de comment on est arrivé à notre petit bâtonnet dans le couple à gauche, pâle. Donc, c'est pas évident. Mais si on ajoute un 10 TWh équivalent d'hydrogène, là, vous voyez que même avec les annonces qui ont été faites, lorsqu'on ajoute le vert pâle avec le beige pour l'hydrogène, évidemment, l'hydrogène ici, notre guess, on incluait de l'exportation d'hydrogène, donc je pense que notre beige pâle est un petit peu trop élevé, mais on arrive peut-être break-even avec ce que le procurement potentiel on pourrait aller chercher. Évidemment, dans tout ce qui est la zone assurée, c'est toutes des choses où on prend une hypothèse qu'on est retenu dans un appel d'offres, dans les appels d'offres, ou que toute source d'énergie confondue renouvelable. Donc ça, c'est ça. Hein? C'est dur à dire encore, c'est ça. Également, donc, aujourd'hui, on est là. Il y a un réseau. Évidemment, là, ici, on a mis sur une carte le réseau. Je vais vous avouer que ce n'est peut-être pas la carte du réseau à jour, là. On a enlevé toutes les lignes de transmission en haut de 350 MW. En haut de 350 MW. Et ça donne ça à peu près comme le réseau actuel. Et vous voyez le couplage entre les sites éoliens et la ressource et le réseau. Et le gros défi pour être capable de maintenir un rythme, une cadence où l'éolien pourrait prendre une part importante pourrait suppléer une part importante de la demande additionnelle qu'on entrevoit. Si on parle de demande additionnelle de 1000 MW par année pendant 20 ans, il va falloir à un moment donné qu'au niveau de la transmission, il se passe des choses parce que ça va être là-dessus ça va être ça le gros défi. Parce que vous voyez, le potentiel éolien quand même là. C'est pas un problème de potentiel, c'est un problème de transmission. Et c'est exactement ce qu'on va parler tantôt un petit peu, entre autres, et avec d'autres petits sujets. Donc, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui pour ma part. C'est bien ça, les membres du panel? Si tu le dis. Parfait. OK. Vendu. Alors, je vais demander à Philippe de venir faire sa présentation sur comment optimiser ce qu'on a déjà, soit le 4000 MW. C'est bien ça, Philippe? Ça n'a pas changé hier? Parfait. Good. Alors, je t'invite. Ça n'a pas changé au karaoké. Merci beaucoup, Alex. Ça me fait très plaisir d'être ici ce matin. Ça me fait particulièrement plaisir parce que il y a 15 ans, une de mes premières jobs en éolien, j'étais dans un champ avec Gabriel, on a installé un mode mesure dans la boîte, il mouillait de la glace, les conditions étaient dégueulasses, mais on avait du fun pareil. Puis 15 ans plus tard, nos rôles ont bien changé, mais on a encore du fun, donc ça, c'est agréable.
Oui, comme Alex le disait, je vais vous présenter, on parle beaucoup dans les derniers jours là, des mégawatts qu'on doit ajouter. On a déjà aussi 4000 mégawatts qui sont installés présentement au Québec, près de 30 sites. Quelques-uns ont déjà à peu près atteint les 15 ans ou s'en rapprochent. Donc, quand on sait que la durée de vie théorique d'un projet, c'est 20 ans, c'est important de comprendre, de réfléchir aux différentes options qui se présentent à nous pour pouvoir optimiser ces projets-là dans le temps. Quelles sont les options disponibles. Donc, possibilités techniques, donc extension de la durée de vie, tout simplement, rééquipement partiel ou rééquipement complet. Donc, je vais discuter un peu plus en détail ces trois options-là. Maintenant, avant de rentrer dans le détail de chacune de ces options, c'est important de se poser la question, pourquoi une éolienne a été pourquoi on dit la durée de vie d'une éolienne, c'est 20 ans? Qu'est-ce que ça signifie? Puis en fait, ce chiffre-là est relativement arbitraire. C'est un chiffre qui a été établi dans les années 80 ou 90, dans les tout débuts de l'industrie éolienne. Les premiers standards ont été faits en fonction d'une durée de vie de 20 ans. Ça a été choisi de manière arbitraire. Si on pense aux turbines à gaz, par exemple, leur durée de vie théorique est de 40 ans. En éolien, on a choisi 20 ans. Puis c'est resté comme ça à ce jour. En offshore, on commence plus à parler de 25 ans. Encore là, ce n'est pas une énorme différence. Qu'est-ce que ça veut dire, une durée de vie théorique de 20 ans? C'est ce que je vais parler ici. Donc, c'est tout simplement une question de probabilité de bris. Si on regarde notre graphe à gauche, comment on fait le design d'une éolienne? On va calculer les charges qui vont s'appliquer en fatigue pendant 20 ans sur une éolienne. On va évaluer la résistance de nos composantes. On applique des facteurs de sécurité à tout ça. Puis tant que notre résistance de design final est plus élevée que notre charge de design final, on ne devrait pas avoir de problème, tout devrait bien fonctionner. Dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de variations que ça. Donc, on tombe sur notre graphe à droite. La charge qui va être appliquée sur les différentes composantes d'une éolienne va varier grandement selon les conditions de vent, selon la turbulence, etc., qui va être appliquée sur chacun des sites de chaque éolienne. De la même façon, même si les éoliennes sont fabriquées en série, il y a quand même une grande variation dans la production. Donc, la résistance des différentes composantes d'une éolienne va varier d'une éolienne à l'autre. Donc, on se retrouve avec notre courbe en orange ici, qui est la résistance de l'éolienne. Donc, ce qu'on veut, c'est minimiser l'overlap, qui est la partie ici. Si on se fie au standard de design, l'overlap ici représente l'endroit où la résistance de certaines composantes deviendrait plus faible que la charge appliquée sur 20 ans. Donc, si on suit les standards, la norme IEC, la dernière norme IEC, nous indique une probabilité de bris de 1 sur 2000. Donc, si j'ai 2000 éoliennes installées pendant 20 ans, il pourrait avoir une possibilité d'avoir une tour, par exemple, qui brise ou qui aurait un problème. Évidemment, tout ça est théorique. Tout ça dépend aussi de comment on positionne les éoliennes de manière agressive ou non sur un site. Donc, un site où l'éolienne serait plus résistante par rapport aux conditions de site, notre courbe en bleu va se déplacer vers la gauche. Si on est sur un site agressif, la courbe en bleu va se déplacer vers la droite et donc la probabilité de bris va augmenter. De la même façon, si on étend la durée de vie, si on utilise la même éolienne sur le même site, mais pour 25 ans, pour 30 ans, voire plus, notre courbe en bleu se déplace de plus en plus vers la droite. Donc, notre probabilité de bris augmente éventuellement de manière significative et c'est quelque chose à prendre en considération. Donc, ce n'est pas nécessairement un problème. Ce qui est vraiment important de retenir, c'est que 20 ans, ça ne veut pas dire qu'à 20 ans plus un jour, l'éolienne tombe par terre. Ça veut dire que la probabilité de bris augmente légèrement et il faut le considérer de manière appropriée. Donc, si on allonge la durée de vie, la probabilité de bris augmente. Il faut donc faire plus d'inspections, peut-être des inspections plus détaillées, pour éviter, évidemment, qu'il y ait un bris catastrophique qui arrive. Un aspect important, donc il y a des façons de faire tout ça. Un aspect important, par contre, au niveau de la fondation, ça devient beaucoup plus complexe à inspecter. La fondation est sous terre. Même, il arrive parfois, on a vu des projets où ils ont excavé pour aller voir, mais quand même, on voit juste le dessus de la fondation. Donc, il y a d'autres approches qui existent par évaluation des vibrations, par exemple, de l'éolienne ou tout ça. Mais la fondation, c'est un aspect bien particulier quand on veut étendre la durée de vie. Donc, il faut faire attention à ça. Qu'est-ce que ça signifie tout ça quand on regarde nos trois options du départ? Extension de la durée de vie, c'est quelque chose qui, donc, plutôt qu'avoir une éolienne qui va être sur un site pour 20 ans, on peut se rendre à 25 ans, 30 ans. De plus en plus, dans l'industrie, on parle de 35 ans, donc on voit des nouveaux projets qui sont planifiés pour 35 ans. C'est quelque chose qui est relativement simple et commun. Ça se fait beaucoup, ça s'est déjà fait. Au Québec, on a un bon exemple avec le Nordais, parc qui a, je pense, 23 ou 24 ans aujourd'hui.
La photo ici, c'est un autre exemple. C'est des machines Kinetec, pour ceux qui sont curieux, des Kinetec 150 kW qui ont été installés à Tehachapi, en Californie. Ce projet-là est maintenant démantelé aujourd'hui. Il a été remplacé par des éoliennes plus modernes, mais c'est un projet, les éoliennes ici ont fonctionné bien au-delà de leur 20 ans initial. Donc, si on étire la durée de vie d'un projet, il va y avoir des risques additionnels. Donc, il faut faire des inspections, potentiellement des inspections plus détaillées, des inspections qu'on ne ferait pas normalement. Donc, dans une inspection annuelle, par exemple, en général, on ne va pas regarder en détail la tour. Bien, si on sait que la probabilité de bris augmente, on va peut-être vouloir regarder chacune des soudures de notre tour pour s'assurer qu'il n'y a aucun problème, qu'il n'y a pas de développement de crack ou autre. Évidemment, ça prend des budgets O&M appropriés pour les inspections, mais aussi pour pouvoir réparer ou remplacer les composantes si jamais il y a des problèmes qui sont trouvés lors des inspections. Ça prend aussi une réflexion sur la gestion des pièces de rechange. Dans 25 ans, trouver une nouvelle pale pour votre projet, si vous avez besoin de remplacer une pale, ça va peut-être être très compliqué. Donc, c'est quelque chose à réfléchir. Est-ce que ça vaudrait la peine de faire une campagne de réparation de nos pales beaucoup plus proactive ou est-ce qu'il faudrait peut-être avoir 1, 2, 3 pales en pièces de rechange? J'étais à une conférence aux États-Unis la semaine dernière, puis on a un client qui, en fait, a un projet des machines 750 kW en Californie. Je pense que c'est une centaine d'éoliennes. Les éoliennes vont très bien, à l'exception des pales. Bien, ils ont décidé de refaire un moule. Ils vont refaire 300 pales, puis ils vont changer les pales au complet. Donc, c'est quelque chose qui est possible, mais évidemment, bien, il y a un coût associé à ça. Finalement, une dernière chose, particulièrement si on regarde au-delà de 30 ans, la probabilité de bris, si on fait nos inspections, on trouve des cracks, on trouve des problèmes. Éventuellement, peut-être qu'il ne sera pas possible de faire des réparations. Donc, si j'ai un problème avec mon moyeu, par exemple, le moulage principal, le hub casting en anglais, c'est une pièce qui est très complexe, qui est extrêmement difficile ou quasi impossible à réparer. Donc, si on trouve un problème avec cette pièce-là, éventuellement, bien, on va peut-être faire le choix de ne pas la remplacer. Donc, il faut accepter que peut-être si j'ai 50 éoliennes sur mon parc, bien, éventuellement, il va peut-être en avoir 1, 2 ou 3 qu'on va trouver des problèmes et qu'on va choisir d'arrêter la production avec cette éolienne-là. On a quand même encore nos 47, 48 autres éoliennes qui fonctionnent et qui produisent. Donc, ça pourrait être une solution à envisager. Évidemment, si on étire la durée de vie, bien, il y a des avantages significatifs en termes de production supplémentaire. Un aspect non négligeable, c'est les aspects ESG qui sont de plus en plus importants. Donc, avec les mêmes matériaux de base, avec les mêmes éoliennes, on va produire plus d'énergie dans le temps. Donc, c'est vraiment un aspect qui devrait être considéré. Rééquipement partiel. Donc, le rééquipement partiel, c'est quelque chose qui est relativement récent. C'est très principalement fait aux États-Unis à cause d'une subvention, le PTC, le Production Tax Credit. Donc, ça date, c'est très récent, ça date depuis à peu près 2016. Le rééquipement partiel peut prendre différentes formes. Dans le rééquipement partiel, on va remplacer certaines composantes de l'éolienne. Un classique qu'on voit beaucoup, c'est le remplacement du rotor. On va mettre des pales plus grandes. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Ça peut aller plus loin, on peut remplacer une partie de la nacelle au complet. Donc, tout ça rentre dans la catégorie rééquipement partiel. C'est fait principalement aux États-Unis à cause du PTC. Il y a beaucoup de parcs éoliens aux États-Unis où il y a un rééquipement partiel vers les années 11 ou 12 en ce moment. Je ne pense pas du tout que c'est un modèle qui s'applique au Québec. Par contre, faire un rééquipement partiel autour de l'année 20 pourrait être une solution à envisager. On remplace, particulièrement sur des sites qui ne seraient pas trop agressifs, on pourrait remplacer le rotor, par exemple, par un rotor légèrement plus grand, aller chercher plus d'énergie et étirer la durée de vie en réutilisant une partie existante de l'éolienne, la tour, peut-être la nacelle, la fondation, etc. Évidemment, pour toutes les parties qui sont réutilisées, la tour, la fondation, bien, on a les mêmes risques qu'à l'acétate précédente. Donc, il faut prendre ça en considération, faire les inspections appropriées. Avantage, bien, on va avoir une production accrue. Si on grossit si le rotor est plus grand, on va avoir une plus grande production et évidemment, on étire la production dans le temps. On va avoir des revenus additionnels. Tous les bénéfices ESG vont s'appliquer. Dans certains cas, ça peut aussi permettre de régler certains problèmes de fiabilité. Donc, si vous avez des problèmes de pales, si vous avez des problèmes avec vos roulements de vos pales, bien, remplacer le rotor, évidemment, va régler ces problèmes-là. Évidemment, bien, il y a un coût d'investissement significatif pour faire ces travaux-là. Donc, il faut considérer cet aspect. Finalement, rééquipement complet, donc c'est tout simplement, on prend avantage d'un site existant où il y a une interconnexion, il y a une sous-station, il y a une qualité de la ressource éolienne qui est connue.
puis on va enlever le projet existant, enlever les éoliennes et remplacer ça par des nouvelles éoliennes plus modernes. Évidemment, on va se retrouver avec un projet à la fine pointe. En général, on va avoir soit un beaucoup plus petit nombre d'éoliennes pour le même nombre de mégawatts installés, ou on pourrait également penser à augmenter la capacité d'un projet, à aller chercher plus de ressources éoliennes sur un même site, parce que nos éoliennes sont beaucoup plus grosses, donc pourrait permettre ça. Évidemment, bien, il y a les coûts d'investissement élevés qui sont associés à ça, et potentiellement mise au rencard d'équipements qui sont encore tout à fait capables de produire de l'énergie. Donc, c'est principalement ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je pense que dans le contexte actuel où on voit qu'on a des énormes besoins en énergie au Québec, il faut vraiment trouver la meilleure façon possible d'optimiser l'utilisation des parcs existants. Et pour ce faire, ce n'est pas quelque chose qui se fait à la dernière minute. Si vous êtes près de l'année 15, il est définitivement temps de penser aux différentes options qui sont disponibles. C'est toutes des options, c'est pas nécessairement toutes ces options-là vont s'appliquer à chacun des sites, mais c'est quelque chose qui est à prendre en considération. Puis pour que les développeurs ou les propriétaires de parcs puissent réfléchir correctement à ces options-là, il doit y avoir aussi une collaboration à propos du contrat d'énergie. Quelles sont les intentions? Est-ce qu'il y a une intention de contrat d'énergie à long terme, à moyen terme, etc. Donc cet aspect-là, évidemment, va être à prendre en considération dans l'évaluation de toutes ces options-là. Donc voilà, c'était très rapide sur l'extension de la durée de vie et tout ça. Donc, DNV, on a fait beaucoup de travaux là-dessus. Tout est public ici, donc j'ai mis quelques références si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et merci beaucoup. Alors, oui, donc merci beaucoup, Philippe. Très intéressant. Comme je le disais d'entrée de jeu, on va prendre un temps pour échanger entre les membres du panel. Puis on peut aussi prendre des questions par la suite si ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, c'est quand même ça qu'on va faire. Donc, la première question pour les membres du panel, c'est sur le 4000 MW existant. Donc, je pense que les producteurs ont comme une position, les producteurs indépendants ont quand même une position où le 4000, je pense, ça va être difficile de ne pas le renouveler. C'est quand même ça notre position. Et donc, dans cet aspect-là, ou si on prend cette position-là, quels sont les mécanismes qui doivent être mis en place pour permettre aux opérateurs des actifs actuels de prolonger leur contrat et ou favoriser le rééquipement des sites actuels? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'avancer sur cette question? Tout le monde me regarde. Je vais y aller. Parce que, comme Philippe l'a mentionné, on a un parc qui est en dedans de 5 ans en fin de contrat et non en fin de vie. Donc, je pense que ça prend un programme dédié, spécifique pour permettre le renouvellement de ces parcs-là. Souvent, on entend où la réglementation exige qu'on aille en appel d'offres pour renouveler les parcs. Mais si on y pense réellement, aller en appel d'offres pour renouveler un parc qui arrive en fin de contrat et qui va arriver en fin de vie dans un horizon de, tout dépendant du parc, mettons 3 à 10 ans, peut-être plus si on est chanceux, mais donc 10 ans sur certains parcs, ça risque d'être plus difficile. Donc, d'aller en appel d'offres pour répondre à ça face à une concurrence qui peut construire des nouveaux parcs, des parcs neufs, en faisant une prévision qu'à un moment donné, dans le contrat, va devoir arrêter le parc, faire un repowering, puis continuer pour un autre 20 ans. Ça ne marche pas. Puis en plus, ça vient à l'encontre de la position de l'ACPER qui dit que les parcs actuels, on doit continuer à les opérer. On doit continuer à produire. Mais si on les poule dans un ensemble de projets ou de nouveaux projets, bien, on risque de voir des catastrophes comme qu'on voit aux États-Unis où des parcs éoliens font un repowering partiel à cause qu'ils ont des crédits divers et on enfouit des pales. On l'a tous vu, là, ça. Donc, ça, il faut essayer d'éviter ça. Environnementalement, ça n'a aucun sens d'arrêter une structure qui produit de l'énergie, qui est capable de continuer d'en produire pour un certain temps pour en mettre du neuf. Là, ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'on essaie de travailler, nous, l'industrie. Non, puis
dans les derniers jours, on a constaté qu'il y a eu une effervescence. On va avoir besoin de tous les mégawatts. Ça ne ferait pas de sens de se priver de mégawatts qui viennent d'équipements installés, acceptés dans les communautés, qui génèrent des retombées, qu'on opère puis qu'on entretient depuis des années. Mais il y a quand même 2 éléments importants sur l'extension des contrats pour un opérateur. Pour nous, quand on arrive à la fin de notre contrat, ça nous prend des options. L'extension, ça peut être une option. Celle d'un repowering pour mettre dans un appel d'offres, ça peut être une autre option. En France, nous, on opère aussi des parcs qui arrivent à leur fin de contrat, mais qui n'arrivent pas à leur fin de vie. J'adore. Et on a la possibilité aussi de contracter cette énergie-là avec des consommateurs par l'entremise de corporate PPA. Donc, par l'entremise d'un contrat avec un consommateur direct, avec un grand consommateur d'énergie qui veut décarboner son approvisionnement. Il garantit la continuité des opérations d'un parc. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire ici, mais peut-être éventuellement on y arrivera. Ceci dit, ça nous prend des options. Puis Philippe, tu disais, ça nous prend des options rapidement, assez tôt dans l'opération du parc, au moins 5 ans avant, pour pouvoir faire les bons choix d'investissement, que ce soit dans la maintenance de nos actifs. On n'a pas la même possibilité d'investir dans un parc si on est certain qu'on va pouvoir poursuivre les opérations que si on a des incertitudes. Exact. Au niveau financier, les équipes d'opération doivent aller chercher leur financement dans nos équipes de finances. Bien, quand on a un contrat et qu'on n'a pas de garantie qu'on pourra poursuivre les activités ou qu'il y a des risques, on n'aura pas la même capacité d'investir pour maintenir des activités pérennes. Fait que si on veut que nos actifs existants durent longtemps, qu'on puisse faire les bons entretiens pour pérenniser, pour allonger au maximum la durée de vie de ces parcs existants, il faut qu'on ait la possibilité de prendre ces décisions-là tôt dans l'opération du parc. Le mot, c'est prévisibilité. C'est ça. Ça fait partie de nos 3 mots. Je voudrais juste rajouter, parce que nous, on en a vu, il y a certains parcs éoliens aux États-Unis qui avaient 17-18 ans puis qui ont un rééquipement partiel et qui sont planifiés pour un autre 20 ans. Donc, c'est possible. Puis une des raisons pourquoi c'est possible, c'est que les tours, en particulier, ont, pas tout le temps, mais très souvent, des marges significatives pour opérer beaucoup plus longtemps que le 20 ans initial. Donc, dans un contexte où on veut décarboner l'économie, il est évidemment beaucoup plus intéressant de continuer à produire avec des éoliennes existantes que de devoir en construire des nouvelles, de transporter ces nouvelles éoliennes-là jusque sur un site, etc. Donc avec ça en tête, c'est important que cette possibilité-là soit sur la table. D'autant qu'on pourrait probablement le faire dans les mêmes conditions réglementaires que celles dans lesquelles on opère maintenant, ce qui nous éviterait aussi de repasser par un processus complet d'études d'impact environnemental et tout, et avoir une autorisation plus rapide. Je pense qu'on économise les ressources de tous, celles de notre gouvernement aussi, qu'on veut occuper à étudier des nouveaux parcs. Tout à fait. Et également, ces parcs-là ont aussi, je dirais tous, j'imagine tous, l'acceptabilité sociale dans le milieu. Donc, les communautés où on est installé ont vécu avec ces parcs-là depuis 12, 10, 15, 20 ans presque. Donc, on a tissé des liens avec eux, et ils nous connaissent, on les connaît, on travaille ensemble, on est dans le milieu, on contribue à l'essor économique du milieu. Donc, l'acceptabilité sociale de ces projets-là, elle est, pour ainsi dire, j'hésite à dire garantie, mais très élevée, je dirais. Établi. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres points là-dessus? Donc, merci beaucoup. Donc, ça fait un peu la position de l'industrie, je dirais, sur le 4000 MW, les parcs existants. Quand on regarde comment réussir à déployer les prochains mégawatts, quand on parle de 1000, je ne sais pas moi, 3, 4, 500 par année pendant 10, 15 ans, comment on va y arriver au Québec? C'est quoi les barrières? Sur quel aspect il faut travailler pour de rendre ça possible? C'est quoi les défis? Stephen? Bien, premièrement, j'aimerais juste dire comment ça fait du bien de voir tout le monde ensemble après 2 années difficiles. En vrai. Vraiment. Écoute, pour moi, c'est un vieux thème, mais un thème important d'avoir un focus dessus dans les prochaines années. C'est de préserver l'acceptabilité sociale. On était capable de faire le 4000 MW parce qu'on a bien travaillé les projets. Fait que pour moi, de continuer à chercher d'autres sites, peut-être dans les milieux un petit peu plus sensés, parce qu'on a pris peut-être
sites les plus évidents. Ça sera de continuer le devoir de l'éducation de la population, du logique, du pourquoi qu'on a besoin de ces projets-là. Vraiment la logique du plan, puis de la décarbonisation de notre coin du continent. Notre rôle dans la transition énergétique. Moi, j'aurais quand même envie de revenir aussi. J'imagine que tu as une bonne liste. Là. En fait, sur ta première acétate. Oui, OK. Oui, vas-y. qui était volume, prévisibilité, récurrence. On en parle beaucoup à l'ACPER, on porte ce message-là depuis un certain temps. On est dans l'effervescence parce que là, on voit qu'il y a des besoins, ils sont reconnus par Hydro-Québec, par le gouvernement. Il y a une volonté de lancer la filière, mais il reste qu'on n'est pas encore tout à fait, d'un point de vue de l'industrie, à volume, prévisibilité, récurrence. Il nous en manque encore un petit peu. Nous, chez Boralex, on développe, évidemment, on développe en France notamment, on développe aux États-Unis et partout, il y a des opportunités. Puis, comme toutes les compagnies, on a des ressources limitées, qu'elles soient financières et qu'elles soient humaines. Donc, à un moment donné, nos ressources de développement aussi, oui, ce sont des équipes de développement du Québec qui font du développement aux États-Unis. On doit les allouer là où elles ont le plus de valeur. Puis à New York, notamment, en France aussi, c'est le cas, il y a ce qu'on appelle des programmes d'achat d'électricité étendus. Donc, année après année, il y a un grand volume d'appels d'offres qui est fait. En France, ça s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est par filière. Donc, on le sait, étendu dans le temps, combien de mégawatts d'éolien ou de solaire seront appelés en appel d'offres année après année. Nous, ça nous permet de développer d'importants portefeuilles de projets. En France, on le fait, dans l'État de New York aussi, on le fait. On les dépose. On le sait que quand on les dépose, une portion de notre portefeuille sera retenue. La portion qui ne sera pas retenue, on pourra la retravailler, la redéposer encore l'année suivante et améliorer nos projets comme ça. Donc ça donne beaucoup de valeur à nos ressources financières et humaines de développement, puis ça enlève aussi du risque. Au Québec, on n'en est pas tout à fait encore là. On a des volumes qui sortent, certains mécanismes d'approvisionnement, mais ce n'est pas encore suffisant comme prévisibilité pour que ça augmente la valeur de nos